Aujourd'hui, dans cet exposé, je vais vous parler de comptage des géodésiques fermées sur les variétés compactes de courbure strictement négative. Comptage, au sens comprendre combien il y a d'orbites de longueur plus petite qu'une certaine borne, ce qui ressemble un petit peu à la question qu'on se pose quand on cherche à compter les nombres premiers qui sont plus petits qu'une certaine borne. Et les méthodes que je vais vous expliquer sont en fait liées à ce problème parce que ce dont je vais vous parler va passer par des fonctions de zeta, exactement comme la fonction de zeta de Riemann. Donc juste pour fixer un peu les idées, je vais commencer par vous rappeler le cas de la fonction zeta de Riemann avant de passer au cadre plus géométrique qui va m'intéresser dans la suite. Donc je vous rappelle la définition de la fonction de zeta de Riemann. Vous me dites si ce n'est pas assez gros. Et comme toujours, si en cours d'exposé vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Donc la fonction de zeta de Riemann définie initialement pour les nombres complexes de partie réelle strictement plus grand que 1. On peut l'écrire comme une somme, et c'est plus parlant de l'écrire comme un produit sur tous les nombres premiers p de 1 sur 1 moins p puissance moins z. Chose que pour une raison bizarre, j'ai envie de réécrire comme la chose suivante. Le produit des 1 sur 1 moins exponentielle de moins z log p. Donc cette fonction admet une extension méromorphe à tout le plan complexe. Et on aimerait bien savoir identifier ces zéros, parce que si on savait localiser ces zéros, ça nous dirait des choses sur la fonction de comptage des nombres premiers, que je note pi de x, qui va être le cardinal des nombres premiers plus petits que x. Le résultat basique sur cette fonction, c'est le théorème des nombres premiers qui dit que pi de x, c'est x sur log x, facteur de 1 plus un petit taux de 1, lorsque x tend vers l'infini. Et en fait, on s'attend à ce que le terme dominant ne soit pas exactement de la forme x sur log x, mais plutôt le logarithme intégral de x fois 1 plus un petit taux de 1, où la fonction log intégrale, c'est simplement l'intégrale de 1 sur log. Donc, ce théorème des nombres premiers, qui a été démontré vers la fin du 19e siècle, est équivalent au fait que la fonction de zeta n'est pas de 0 sur la droite partie réelle égale à 1. Et on aimerait dire plus de choses, et l'hypothèse de Riemann dit que les zéros non triviaux de zeta sont tous situés sur une droite de partie réelle égale à 1,5. Les zéros de zeta devraient tous être sur cette droite-là. Et cette affirmation, qui porte sur la fonction zeta, est équivalente à une assertion sur le comportement asymptotique de pi de la fonction de comptage. Cette localisation des zéros de la fonction zeta est équivalent au fait que pour tout epsilon, la fonction de comptage pi de x est équivalent, c'est le log intégral de x plus des fluctuations qui sont à peu près de l'ordre de racine de x puissance 1,5 plus epsilon. On ne sait pas dire grand-chose sur ce problème. Il y a un cadre où on sait dire beaucoup plus de choses, c'est le cadre géométrique qui va m'intéresser dans cet exposé. On sait dire beaucoup de choses sur les variétés de courbure constantes. Depuis les travaux de Selberg dans les années 50, où il a démontré une variante de l'hypothèse de Riemann dans ce cadre-là. Et ces travaux sont vraiment liés au fait que la courbure soit constante, et qu'il y ait un groupe SON1 qui soit caché derrière. Et on peut se demander si ce genre de résultat subsiste en courbure variable. Et de quelle manière faut-il formuler les résultats pour avoir des extensions qui ont un sens en courbure variable. Et c'est ce que je vais essayer de vous raconter aujourd'hui. Donc pour commencer, je vais vous rappeler les résultats de Selberg, qui sont un peu le modèle de ce qu'on chercherait à avoir en courbure variable. Donc Selberg, en 1956, s'est intéressé au problème suivant. Pour simplifier, je vais regarder le cas des surfaces. Donc M, ça va être une surface compacte
de courbure constante égale à moins 1. Voilà, je fais un dessin. Alors, il ne faut jamais dessiner de surface hyperbolique, mais je le fais quand même. Quand on a une surface comme ça, dans chaque classe d'isotopie libre de courbes, il y a une unique courbe qui minimise la longueur, c'est la géodésique dans cette classe-là. Donc je vais noter gamma, l'ensemble des géodésiques fermées. Je vais les orienter, parce que les choses se passent mieux quand on oriente. Et je vais demander qu'elles soient primitives. Primitive. C'est-à-dire que je ne m'autorise pas à faire plusieurs fois le tour. Et donc la question de Selberg, même si la formule n'est pas exactement de cette manière, c'est combien y a-t-il de géodésiques fermées? Exactement comme pour les nombres premiers, il y en a une infinité. Mais on peut se demander quels sont le nombre de géodésiques fermées qui ne sont pas trop longues. Donc je noterai longueur de gamma, la longueur de la géodésique gamma. Et donc, ce qu'on cherche à compter, l'analogue dans ce contexte de la fonction pi de x, c'est le cardinal des éléments de gamma dont la longueur est plus petite qu'une certaine borne grand T. Alors, pour répondre à cette question, Selberg a introduit une fonction de zeta qui ressemble beaucoup à la fonction zeta de Riemann et qui est donnée par la formule suivante. Zeta Selberg de z, c'est, alors il y a un produit pour k qui va de 0 à l'infini, et ensuite on va faire un produit sur toutes les géodésiques fermées, exactement comme là-bas on faisait un produit sur tous les nombres premiers, de 1 moins exponentielle de moins z plus k fois la longueur de gamma. Voilà la formule. Si on commence par oublier le produit en k et qu'on regarde juste le terme k égale 0, c'est à peu près l'inverse de la fonction de zeta qui est là-bas. Vous voyez, on a 1 moins exponentielle de moins z fois la quantité qu'on cherche à comprendre, qui est exactement la même chose que là-bas si la longueur de gamma est mise en correspondance avec log p. Ici, on a pris 1 sur, ce qui n'est pas très important. Il y a un produit en k en plus, qui est un peu mystérieux. Si on avait dû définir naïvement une fonction de zeta dans ce cadre-là, vous, je ne sais pas, mais moi, c'est certainement pas la formule que j'aurais choisie. Il se trouve qu'il n'a pas introduite pour rien. C'est que Selberg avait établi une formule des traces. Une formule des traces qui reliait le spectre du Laplacien aux longueurs des géodésiques fermées. Et cette formule lui imposait plus ou moins, cette formule des traces lui imposait la forme de la fonction de zeta pour qu'elle se comporte bien vis-à-vis de cette formule des traces. Et en utilisant la formule des traces, ce que Selberg montrait, c'est qu'il est capable d'identifier les zéros de sa fonction de zeta, et il montre que les zéros sont exactement les nombres de la forme suivante, 1,5. Est-ce que vous pouvez lire juste en bas? Sont exactement les nombres de la forme 1,5 plus ou moins racine de 1 quart moins lambda i, où les lambda i, donc c'est des nombres positifs qui tendent vers plus l'infini, c'est le spectre du Laplacien sur la surface hyperbolique qu'on est en train de regarder. Le Laplacien, c'est un opérateur auto-adjoint, positif avec mes normalisations, donc ses valeurs propres sont des réels positifs, et ça, ce que ça implique, c'est que les zéros ici, ils ont la forme suivante. Si je mets la droite de partie réelle égale à 1,5 ici, alors on peut en avoir entre 0 et 1, qui correspondent aux valeurs propres du Laplacien plus petites que 1 quart. Donc là, il y a peut-être, d'abord en 1, il y a une valeur propre. Et puis, une fois qu'on a éliminé ce nombre fini de valeurs propres entre 0 et 1 quart, les autres, ça c'est imaginaire pur, donc les autres sont situés sur la droite de partie réelle égale à 1,5. Donc, dans ce cadre-là, l'hypothèse de Riemann est vraie. Alors, est-ce que ça veut dire que les géomètres sont plus doués que les arithméticiens? Je vous laisse juger.
Et une fois qu'on a ce résultat sur la fonction de zeta, en utilisant les techniques habituelles d'analyse complexe, on peut en déduire des résultats sur la fonction de comptage des géodésiques fermées. C'est bon. Donc ce qu'on déduit de ce résultat de Selberg, c'est un théorème de Huber démontré en 1961 et qui est un résultat fin de comptage comme ce qu'on chercherait à avoir sur la fonction de comptage des nombres premiers et qui est l'énoncé suivant. Le cardinal de l'ensemble des géodésiques fermées de longueur inférieure ou égale à t. Alors, la première chose qu'on peut trouver, c'est que c'est équivalent exponentiel t sur t. Vous voyez comme il y a un log quand on passe des nombres premiers aux géodésiques fermées. Au lieu d'avoir un x sur log x, on a une exponentielle qui sort. Mais à part ça, c'est exactement la même forme. Donc ça, c'est le théorème des nombres premiers, c'est très simple. Mais comme on a beaucoup plus d'informations, on a une asymptotique qui est plus précise et qui va être la somme des logs intégraux de certaines quantités exponentielles de alpha i fois t, plus un terme d'erreur qui est bien contrôlé en exponentielle de 3 quarts de t. Et les alpha i qui apparaissent là sont exactement les zéros de la fonction de zeta qui sont situés sur l'intervalle 0,1, les zéros exceptionnels de la fonction de zeta, ou si vous préférez, les valeurs propres du Laplacien plus petites que 1 quart, et il n'y en a qu'un nombre fini. Donc là, c'est très satisfaisant, c'est très précis. Et c'est très algébrique aussi. La formule des traces de Selberg, c'est un petit miracle qui est vraiment lié au fait qu'il y ait caché derrière des groupes, des représentations, des choses comme ça. Et si on passe en courbure variable, naïvement, on ne s'attend pas à ce que des choses aussi merveilleuses survivent. Ou au moins pas de manière aussi forte. Le fait que les zéros soient alignés exactement sur une droite verticale, ça c'est quelque chose qui devrait disparaître quand on change la courbure. Si on essaye de jouer au même jeu en courbure variable, on est vite coincé parce qu'on n'a plus de groupe. Il faut vraiment changer de point de vue si on veut réussir à dire des choses. Et ce point de vue, c'est au lieu de penser qu'on a une surface qui est fixée et qu'on regarde la géométrie de la surface, il faut penser en termes de dynamique. Il faut se dire qu'on a un flow, qu'il y a des choses qui évoluent avec le temps et voir ce que cette évolution, voir de quelle manière cette évolution transforme la variété. Donc, pour aller plus loin en courbure variable, ce qu'il faut prendre, c'est le point de vue dynamique. Et c'est la chose suivante. Donc maintenant, j'ai en M, encore une variété compacte, disons une surface pour les dessins. Je vais toujours supposer que la courbure est négative, parce que quand on sort de ce monde-là, les phénomènes sont vraiment très différents. Si on veut étendre ce genre de choses, c'est le monde où c'est naturel d'espérer le faire. Et quand on a une variété comme ça, on peut regarder son fibré unitaire tangent. Comme j'ai parlé de courbure, j'ai une métrique. Donc on peut regarder l'ensemble des vecteurs V tangents à la variété qui sont de norme 1. Et on peut définir un flow sur cet espace X de la manière suivante. Phi t de X dans X, le flow géodésique, il est défini de la manière suivante. Vous avez votre variété, le même dessin que précédemment. Et si vous prenez un vecteur V de norme 1, il y a une unique géodésique, une courbe qui minimise la longueur, qui est tangente à V au temps 0. Ça fait une courbe qui minimise la longueur comme ça. Et le flow géodésique dit, vous partez de ce vecteur V, vous prenez la géodésique qui correspond, vous la suivez pendant une longueur exactement t, et au bout d'un temps t, vous regardez quel est le vecteur tangent à cette même géodésique, et ce nouveau vecteur, vous l'appelez phi t de V. Donc ça, c'est le flow géodésique.
Et les objets qui nous intéressent, les géodésiques fermés, sont exactement les orbites périodiques de ce flot, c'est-à-dire les vecteurs V, tels que quand on leur applique un phi t, on retombe exactement sur le même vecteur. Donc la généralisation de la question qu'on se posait plus haut, c'est on a un flot sur un espace compact et on cherche à compter ces orbites fermées. Évidemment, ça va beaucoup dépendre de la nature du flot. Donc si on veut dire quelque chose, il faut comprendre un petit peu quelles sont les propriétés dynamiques du flot en courbure -1 et puis voir ce qui subsiste quand la courbure est strictement négative. Et alors les propriétés de ce flot, dans ce contexte-là, c'est que c'est très chaotique. C'est ce qu'on appelle un flot d'Anosov au sens de la définition suivante. Donc, on va dire qu'un flot phi t, c'est infini sur une variété compacte. X est d'Anosov s'il vérifie les propriétés suivantes. En chaque point, on va demander qu'on puisse décomposer l'espace tangent en une somme de 3 sous-espaces vectoriels, EC de x, EU de x et ES de x. Donc si en chaque point, on a une décomposition comme ça, et si il existe des constantes lambda et c toutes deux strictement positives, telles que, d'abord, l'espace le plus simple, c'est EC de x, il doit être de dimension 1. Quand on a un flot, on peut regarder les orbites du flot. L'espace tangent aux orbites du flot en un point, ça fait un sous-espace vectoriel de dimension 1. On demande que ça soit exactement ce EC de x. Il doit être tangent aux orbites du flot. Si vous préférez, un flot, c'est défini en intégrant un champ de vecteurs. EC de x, c'est R fois le champ de vecteurs. Ensuite, sur ES de x, on va demander qu'on ait de la contraction. C'est-à-dire que pour tout x, pour tout v dans ES de x, et pour tout temps positif, je peux regarder de quelle manière le flot va transformer ce vecteur v. Je peux regarder d phi t de x appliqué au vecteur v. On va demander que ça tende vers 0 exponentiellement vite. Et le exponentiellement vite est donné par les deux constantes que je me suis fixées, c exponentielle de moins lambda t fois la norme de v. Le S dans ES, c'est pour stable. On voit la contraction. Et dans l'autre direction, U pour instable, oui, mon orthographe n'est pas très bonne, on va demander qu'on ait ce type de contraction, mais vers le passé. Donc si on va vers le futur, au contraire, on demande que ça dilate. Donc, la même chose, et simplement, on va demander que d phi moins t de xv soit également exponentiellement petit. Donc voilà, et il faut aussi que tous ces espaces dépendent continuellement du point x. Voilà, une définition bien générale, pas forcément très parlante. Je vais faire un dessin. Géométriquement, c'est la chose suivante. Si j'ai un point x, j'ai une direction EU de x. En fait, il se trouve que sous ces hypothèses, cette direction, elle est intégrable, c'est-à-dire que je vais pouvoir trouver une sous-variété tangente à EU, que je vais appeler WU de x. Et puis, je vais pouvoir trouver une autre variété, une autre sous-variété WS de x, tangente à ES, et puis il y a la direction verticale qui est la direction du flot, le EC de x, ou C pour centrale. Et puis, je vais appliquer mon flot phi t, avec t grand. Il suit de cette propriété que
que les espaces sont invariants par la dynamique. Donc la feuille WU de x, elle va être envoyée sur la feuille WU de phi t de x par la dynamique. Dans l'image, il y aura WU de phi t de x, WS de phi t de x, et puis encore la direction du flot, et le point au centre, là, c'est phi t de x. Maintenant, si je prends, donc j'ai mon point là, si je prends un point là, comme la dynamique, elle contracte tous les vecteurs qui sont dans cette direction-là, si j'itère assez longtemps, ce point-là va avoir tendance à se rapprocher du point au centre, donc ça va ressembler à ça. Et dans l'autre direction, dans la direction de WU de x, ce point-là, au contraire, on a de la dilatation, donc il s'écarte. Et dans la direction du flot, il ne se passe rien. Si un point est l'image de x par une certaine itération du flot, bah, son image sera encore l'image de x par la même itération du flot, donc là, on ne voit pas grand-chose. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. Il y a de la dilatation forte dans la direction instable, il y a de la contraction forte dans la direction stable, et dans la direction du flot, c'est neutre, il ne se passe rien. Donc cette représentation géométrique, on va réussir à faire des choses avec, et c'est quelque chose qui a un sens très large, beaucoup plus qu'en courbure constante. Il se trouve que l'exemple qui va nous intéresser dans cet exposé, c'est les flots là. Un flot géodésique en courbure strictement négative vérifie ce genre de propriété. Donc, pour la suite de l'exposé, essentiellement, ce que j'ai envie de faire, c'est oublier le fait que le x que je regarde, c'est le fibré unitaire tangent à une certaine variété compacte. Oublier le fait que mon flot, c'est un flot géodésique. Et plutôt, je vais travailler avec des flots d'Anosov et voir si ces flots, je réussis à compter leurs orbites périodiques et à dire des choses un petit peu fines dessus. Le premier théorème dans cette direction, c'est l'analogue du théorème des nombres premiers. Et il a été démontré par Margulis en 1969. C'est la thèse de Margulis, en fait. Le premier travail de Margulis. Et c'est le théorème des nombres premiers pour ce genre de flot. Donc, on prend phi t de x dans x, un flot d'Anosov. Et il y a une hypothèse technique, topologiquement mélangeant. J'ai pas vraiment envie de vous dire ce que c'est, mais c'est pas important. Sachez juste que c'est automatiquement satisfait pour tous les flots géodésiques en courbure strictement négative. Gamma, je vais noter les orbites périodiques de mon flot. Et ce que Margulis montre, c'est qu'il existe un réel h strictement positif, tel que si je regarde la fonction de comptage qui m'intéresse, le cardinal des orbites périodiques fermées de longueur inférieure ou égale à t, ça se comporte, c'est équivalent à exponentielle ht sur ht. Le théorème des nombres premiers dans ce contexte. Alors ce qui est amusant, c'est que la preuve de Margulis ne passe pas du tout par des fonctions de zeta. Une preuve qui passe par des fonctions de zeta a été donnée plus tard par Paris et Polycote. Mais la preuve de Margulis est beaucoup plus dynamique. Je ne vais pas vous la raconter, mais j'ai envie de vous en toucher deux mots parce que ça motive quand même ce qu'on va faire dans la suite. Et donc, un point clé dans la preuve de Margulis, c'est d'utiliser des mesures. Ce que Margulis fait, c'est qu'il construit une mesure mu de masse 1, une mesure mu de proba sur l'espace X, dont l'évolution sous le flot est prescrite de manière très fine. En particulier, cette mesure, elle est invariante, c'est-à-dire que si je regarde la préimage d'un ensemble, ça a la même mesure que l'ensemble. Donc elle est invariante, elle est ergodique, c'est-à-dire que l'espace ne se casse pas en petits morceaux
qui n'interagissent pas. Et cette mesure, il va l'utiliser pour compter les orbites périodiques à l'intérieur les orbites périodiques de longueur à peu près fixée à l'intérieur d'une petite boule. Et il va montrer que le nombre d'orbites périodiques de longueur à peu près t à l'intérieur d'une petite boule, c'est lié à la quantité suivante. Vous pouvez regarder la fonction caractéristique de B, et puis vous pouvez regarder la fonction caractéristique de B que vous composez avec phi-t, d mu. C'est quoi cette quantité? C'est exactement la mesure des points dans B dont l'image par phi t est également dans B. C'est la mesure de B inter E. C'est la mesure de B inter phi t de B. Si on a des orbites périodiques de longueur t qui sont dans B, elles sont aussi dans phi t de B, vu qu'elles sont périodiques. Donc, il montre que cette quantité-là est reliée de manière très directe au nombre d'orbites périodiques de longueur t à l'intérieur de B. Et ensuite, il va utiliser un argument de théorie ergodique pour dire que cette mesure mu, sous une hypothèse de mélange topologique comme ça, elle est mélangeante au sens de la théorie ergodique. C'est-à-dire qu'un flot d'Anosov, vous voyez, les deux points proches, ils ont tendance à se séparer très vite, sauf s'ils sont sur le flot, mais sur la même ligne de flot, mais c'est un truc qui est rare. Donc, quand on itère la dynamique, ça donne de plus en plus d'indépendance entre les différents morceaux. Donc si on était en proba, on aurait envie de dire qu'asymptotiquement, cette fonction 1b et cette fonction 1b rond phi-t sont indépendantes l'une de l'autre. On n'est pas en proba, mais asymptotiquement, il va se passer un truc comme ça. Et donc, le mélange, ça affirme que cette intégrale-là, ça tend vers le produit, l'intégrale de 1b des mu fois l'intégrale de 1b des mu. La dynamique découple les deux boules. Finalement, le nombre d'orbites périodiques qui passent dans B, c'est lié à la mesure de B, grâce à cet argument de mélange. Et à partir de ça, il réussit à compter les orbites périodiques et il démontre le théorème. De ce qui m'intéresse, ça montre un point crucial. C'est que si on veut compter les orbites périodiques, il va falloir comprendre un petit peu les propriétés de mélange du flot par rapport à certaines mesures. Et c'est ça la stratégie qui fonctionne bien si on veut aller plus loin et obtenir des termes supplémentaires dans le développement de la fonction de comptage, c'est dire, je vais comprendre de quelle manière mon flot mélange les choses. Et si je comprends ça de manière très fine, peut-être que je vais voir apparaître du spectre ou des choses comme ça, et bien ce spectre a des chances de me donner les termes qui suivent là. Alors. Donc voilà, très brièvement, le comptage des orbites périodiques. D'après Margulis, c'est lié au mélange du flot pour certaines mesures. Là, cette mesure mu, elle s'appelle la mesure de Bowen-Margulis, elle a des propriétés très sympathiques pour ce comptage-là. Mais si on voulait faire d'autres comptages, on pourrait introduire d'autres mesures et ça marcherait avec le même genre d'argument. Et le mélange du flot, moralement, c'est lié aux propriétés de composition par phi-t ou phi-t. Donc c'est lié aux propriétés d'un opérateur de composition. Ce que je veux dire par un opérateur de composition, je veux dire, alors, je vais LT c'est simplement l'opérateur de composition par phi-t, LT U de x, ça serait U de phi-t de x. Alors il se trouve que en courbure variable, le bon comptage, celui pour lequel les choses se passent aussi bien qu'en courbure constante, c'est pas forcément ce comptage-là où on compte juste les orbites périodiques de manière naïve. Ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir pondérer les orbites pour que ça soit vraiment un analogue de la courbure variable. Et donc,
je ne vais pas juste regarder des opérateurs de composition comme ça, mais je vais me rajouter un poids. Donc, je vais me fixer une fonction g de x dans R, c'est infini. Et l'opérateur de composition pondéré, il va être donné par la formule suivante, LTG U de x. Il faut que je mette un truc qui dépende de g ici. Alors, si je fais une multiplication juste par g, ça ne sera pas un semi-groupe. Et là, j'ai envie d'avoir une sorte de flow sur un espace de fonction, donc je veux avoir un semi-groupe. Donc, la bonne chose à mettre ici pour que ça marche bien, c'est l'intégrale de 0 à t de g de phyto de x des taux. U de phyto de x. Donc ce que je fais, c'est que je suis ma dynamique pendant un temps t, mais ma dynamique, je la pondère avec les valeurs de g que j'observe le long de mon orbite entre 0 et t. Alors, si on voulait comprendre exactement ce problème de comptage, on aurait envie de prendre g égale 0. Et pour d'autres problèmes de comptage, c'est très important de prendre un autre poids. Un autre poids comme ça. En fait, quand je dis autre comptage, à quoi est-ce que je pense? Eh ben, est-ce que ça ne revient pas à ajouter g aux opérateurs différentiels? Exactement. Si on regarde le générateur du semi-groupe, ce n'est pas juste la dérivée dans la direction du flow, c'est on rajoute la fonction g. Ou on retranche en fonction des normalisations, mais c'est exactement ça. Ce qui va se passer, c'est que quand on rajoute un poids comme ça, et ben cet opérateur va avoir plus tendance à voir les régions de l'espace où g est gros. Il faut avoir une intuition comme ça. Les problèmes de comptage généralisés auxquels je faisais allusion, c'est le genre de choses suivantes. On voudrait compter la somme sur les orbites périodiques de longueur inférieure ou égale à t et ben de certaines fonctions de l'orbite périodique. Si on prend f égale 1, ce problème de comptage, c'est exactement le problème qui est là-bas. Et quelque chose qui va arriver de manière très naturelle en dynamique comme ça, c'est si on prend f de gamma. Gamma, c'est une orbite périodique, je peux regarder l'intégrale de ce poids, de ce potentiel G le long de l'orbite périodique. Alors ça veut dire, vous prenez un point de l'orbite, et puis vous intégrez le long de l'orbite, et cette quantité-là ne dépendra pas du choix du point de l'orbite. Donc on va avoir envie de compter ce genre de quantité, avec des poids comme ça, et si on reprend la preuve de Margulis, on obtient aussi du comptage pour ce genre de choses. Margulis, essentiellement, montre la chose suivante. Enfin, il ne le montre pas, mais ses méthodes s'adaptent très bien à ce cadre-là. C'est que dès qu'on se fixe une fonction g comme ça, il existe une constante p de g, appelée la pression de g. Vous voyez, j'ai parlé de potentiel, de pression, il y a tout ce domaine s'appelle le formalisme thermodynamique. Donc il existe une quantité p de g telle que, si je compte les orbites avec ce poids, la somme sur les orbites de longueur inférieure ou égale à t de exponentielle de l'intégrale le long de gamma de mon potentiel, eh ben, on va avoir le même genre d'asymptotique, simplement le h, qui était la pression du potentiel nul, sera remplacé par exponentielle de p de g fois t sur p de g fois t. Voilà. On a le même genre de propriété, et ça va être lié aux propriétés fines de cet opérateur-là. Ce à quoi on s'attend, c'est si on réussit à définir le spectre de ce semi-groupe, le spectre il devrait nous donner les zéros de la fonction de zeta qui nous intéresse, ou quelque chose comme ça. Tout le problème, c'est de réussir à donner un sens à ce mot spectre. Cet objet-là, prenons g égale 0,
Plaçons-nous dans le cas où le volume est préservé. Ça va être le cas pour le flot géodésique. À ce moment-là, cet objet-là, sur L2, c'est une isométrie. Ce qui veut dire que le spectre du semi-groupe, il est situé sur la droite imaginaire pure dans le plan complexe, mais il est situé sur la droite, en général, il remplit entièrement la droite. On ne voit pas de valeur propre, on ne voit pas de spectre. On peut essayer de changer l'espace. On peut se dire, eh ben, peut-être que L2, ce n'est pas le bon espace, je pourrais le faire agir sur les fonctions C2 ou sur les fonctions CK, en espérant que plus je prends K grand, et plus les choses se passent bien. En pratique, c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire que si je prends K de plus en plus grand, j'ai de moins en moins de valeurs propres, et j'ai le spectre qui s'étend vers la droite de l'axe imaginaire pur et qui remplit de plus en plus de choses. Donc c'est de moins en moins bon. Et ça montre que le spectre va dépendre de l'espace qu'on regarde. Seulement, à la fin, les objets qui nous intéressent, ça devrait être des zéros d'une fonction méromorphe qui n'est pas liée à un espace ou quoi que ce soit. Ça devrait être des objets intrinsèques. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut trouver une notion de spectre dans ce genre de cas qui soit un peu intrinsèque et qui ne dépende pas trop de l'espace qu'on a envie de regarder ou des choses comme ça. Donc, d'abord, si on se fixe un espace, donc si on se fixe un espace de Banach, alors il se trouve qu'on ne pourra pas prendre d'espace de fonction, parce que sur l'espace de fonction, c'est comme sur L2 ou sur CK, les choses ne se passent pas très bien. On aura besoin de travailler sur des espaces de distribution. Donc si on se fixe B, un espace de Banach de distribution, et on suppose que ce semi-groupe, LGT, agit sur B. Par agir sur B, je veux dire qu'à T fixé, c'est un opérateur linéaire continu sur B, et en plus, il y a des propriétés de continuité quand T tend vers 0. On dit que c'est un semi-groupe fortement continu sur B. Donc, si on a un tel espace de Banach, on peut parler du spectre du semi-groupe, ou de son générateur, si vous préférez. Donc, dans ce cadre-là, on peut définir un spectre de LGT, mais qui a priori dépend de l'espace. Et dans le spectre, il peut y avoir deux différents types d'objets. Le spectre, il contient d'une part des choses gentilles, qui ressemblent à des matrices en dimension finie. Ce que j'ai envie d'appeler gentilles, c'est des valeurs propres, isolées, de multiplicité finie. On se dit que c'est ces objets-là qu'on devrait voir dans la fonction zeta à la fin. Et puis, il y a tout le reste. Des endroits où votre opérateur peut avoir une image dense, mais n'est pas surjectif, ou enfin, il y a plein d'autres possibilités. Le reste, j'ai pas envie de trop le détailler. J'ai envie de dire que c'est le spectre essentiel. Le truc qui, moralement, ne nous intéresse pas. Et le genre d'espoir qu'on a, c'est que le spectre, il ressemble à quelque chose comme ça. Eh ben, on espère qu'il y a toute une zone où le spectre, ça va juste être des valeurs propres isolées de multiplicité finie. Et puis peut-être qu'à un moment, il y a des valeurs propres, il y a du spectre essentiel qui va arriver, mais on espère que ça sera loin à gauche. Peut-être que là, il va y avoir des trucs moches, des trucs qu'on n'a pas envie de comprendre, de façon qui n'auraient pas vraiment de sens dans la fonction zeta. On aimerait bien qu'il y ait un truc comme ça. À ce moment-là, je regarde le point le plus à droite du spectre essentiel. Je trace une droite là. Et j'appelle son abscisse l'abscisse spectrale essentielle de mon semi-groupe sur B. Cette chose-là, a priori, dépend de l'espace. Mais plus c'est à gauche, et plus je suis content. Non, ça c'est sur un espace. Qu'est-ce qui se passe si je prends un deuxième espace B', sur lequel mon semi-groupe agit encore fortement, continuellement, et tout, et tout. Si je prends ce B', si j'ai un deuxième espace B', si ça se trouve, son abscisse spectrale essentielle, ça ne sera pas la même. Donc il y aura peut-être du spectre essentiel là. Et si la nouvelle abscisse spectrale essentielle
de mon semi-groupe est là, bah, il y a un fait qui dit que dans la zone qui est à droite des deux abscisses spectrales essentielles, le spectre sur B', ça sera le même. Ça, c'est un fait dû à Baladi-Tsuji et Forge-Ostrand. Ça dit que au-delà des abscisses spectrales essentielles, le spectre ne dépend pas de l'espace qu'on regarde. Donc ça, c'est un fait crucial, parce que ça nous dit peut-être qu'on va faire des choses qui ne sont pas très canoniques, on va se débrouiller pour choisir les bons espaces qui correspondent à notre dynamique, et ben ce qu'on va obtenir à la fin, quels que soient les choix qu'on aura faits, ça sera des choses intrinsèques et qui dépendront juste du semi-groupe qu'on est en train de regarder. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire. Ce que je vous ai dit, c'est que si on prend CK, le spectre essentiel, il va de plus en plus à droite. L'abscisse spectrale essentielle, elle tend vers plus l'infini, c'est pas ce qu'on veut. Si on veut obtenir des extensions méromorphes, des fonctions de zeta ou des choses comme ça, il faudrait au contraire qu'on aille de plus en plus à gauche. Et donc le premier théorème, le premier vrai théorème dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est le fait suivant, on peut le faire. Donc ça sera le théorème A. Donc phi t, c'est encore un flot d'Anosov, c'est infini, toujours. G, mon potentiel, c'est infini encore. Alors, pour tout A, il existe un certain espace de Banach de distribution B, sur lequel mon semi-groupe LGT agit fortement continuellement, tel que l'abscisse spectrale essentielle de LGT sur B, soit tout petit, inférieur ou égal à moins 1. Je peux aller aussi à gauche que je veux. Et donc ça me permet, alors, de tels espaces, il y a plein de manières d'en construire, mais ce fait-là me dit que c'est pas très grave. Ça me permet d'aller aussi à gauche que je veux, et donc ça me permet de définir un vrai spectre dans le plan. Ça me permet de définir le spectre de LGT, indépendamment de référence à un espace B, comme une partie discrète de C. Et l'espoir, c'est que cette partie discrète de C sera reliée aux fonctions de zeta, aux problèmes de comptage qui m'intéressent et aux choses comme ça. Alors, ce théorème a une longue histoire. Il y a eu plein de techniques qui ont été développées pour le démontrer. Au début, c'était des techniques de codage où on réussissait à aller juste un tout petit peu à gauche, et puis après, ça a été étendu par des techniques plus géométriques ou plus analytiques. Je reviendrai peut-être un tout petit peu dessus plus tard, mais ce théorème, il a quelque chose de satisfaisant, c'est qu'on peut aller dans tout le plan complexe. Il a quelque chose de pas satisfaisant, c'est qu'il ne vous dit rien sur le spectre. Le spectre, c'est une partie discrète de C. Il ressemble à quoi ? Et c'est là que vient le premier résultat de Faure et Tsuji dont je veux vous parler aujourd'hui. C'est un énoncé qui précise énormément ce résultat en disant le spectre, je sais où il est, il va ressembler à la chose suivante, au moins sous certaines hypothèses supplémentaires. Donc le théorème en question, c'est le théorème suivant.
Alors le petit a, c'est les trucs classiques qui sont dus à toute la communauté, disons, et le théorème grand A qui le précise, ça c'est un résultat de Faure et de Sugy. De 2013. Alors, les mêmes hypothèses, sauf que je suppose quelque chose en plus. Je suppose que phi t est un flot de contact. Je vais dire ce que ça veut dire dans une seconde. Donc je fais cette hypothèse-là. Alors, j'ai besoin de quelques notations. Je commence par définir une certaine fonction, gu de x, qui va être moins la dérivée de log du déterminant de d phi t de x qui va de EU de x dans EU de phi tx. Si je me fixe un t, d phi t envoie l'espace instable en x en l'espace instable en phi tx. J'ai une métrique, donc je peux regarder de quelle manière cette différentielle fait varier le volume, c'est ça le déterminant. Je prends le log, et je dérive ça par rapport à t en t égale 0. Cette fonction me dit infinitésimalement de quelle manière la dynamique dilate le volume dans la direction instable. Et maintenant, pour k dans n, je vais définir deux nombres. Gamma k plus, ça va être la chose suivante, ça va être la limite quand t tend vers plus l'infini de 1 sur t, et après je vais avoir un sup sur tous les points x de la variété, de l'intégrale de 0 à t. Vous vous rappelez, là j'ai un potentiel, donc je le mets dans l'intégrale, et je lui rajoute ce potentiel bizarre, ce potentiel gu qui a tendance à être négatif. Il faut y penser comme quelque chose de négatif. Donc je lui rajoute ce potentiel bizarre, je regarde ça le long de mon orbite, phi tau de x d tau, et je lui soustrais une quantité qui est k log de la norme de d phi t de x, qui va de EU de x dans EU de phi t de x. Alors, sauf que j'ai écrit la norme, et ce que je veux, c'est pas la norme. La norme, c'est le maximum des dilatations. Là, je veux le minimum des dilatations. C'est ce que je veux dire par ce min. Donc le minimum, ça de toute façon, c'est une dilatation parce que c'est la direction instable, mais je regarde la dilatation la plus faible. J'ai pris un sup. Et je vais faire la même chose, sauf au lieu de regarder des subs, je vais regarder des infs partout. Je vais appeler ça gamma k-. Donc au lieu de prendre le sub, je vais prendre l'inf. Oui, j'ai oublié de vous dire pourquoi il y avait une limite, parce que ça, c'est sous-additif. Une suite sous-additive converge toujours. Au lieu de prendre le sub, je peux prendre l'inf, et puis au lieu de prendre la norme min, je vais prendre la norme max. Donc ce truc-là, là, il y a un signe moins, donc ce truc-là, gamma k- est toujours plus petit que gamma k+. Donc l'affirmation de Faure et de Sugy dans ce théorème, c'est la chose suivante. Je vais faire un dessin, ça sera plus simple. Je me fixe un epsilon. Je vais noter bk, une bande qui va être, dont les abscisses vont être fixées par ces gamma k- et gamma k+, à epsilon près. Donc gamma k- moins epsilon, gamma k+ plus epsilon, croix IR. C'est une partie de C. Si je fais un dessin, on est dans C, puis il y a la première bande pour k égale 0, qui a priori est d'une certaine largeur. Voilà, j'ai une bande B0, quelque part. Et puis après, j'ai une deuxième bande B1 qui est un petit peu plus loin à gauche. Puis après, j'ai une deuxième bande B2, puis B3, etc. Alors, ces bandes, a priori, sont de plus en plus larges. Donc, si on a de la chance, si on est suffisamment près de la courbure constante, les premières bandes vont être disjointes. Et puis, si ça se trouve, au bout d'un certain temps, elles vont se chevaucher. B2 est peut-être là. Et
Voilà. Donc l'affirmation du théorème, c'est que le spectre, il est contenu dans ces bandes. Pardon. La bande, elle n'est pas là. Là, c'était l'axe imaginaire pur. Et évidemment, à gauche, quand les bandes commencent à se chevaucher, ça ne dit plus rien. Mais pour chacune de ces bandes, c'est quelque chose de précis. D'autant plus précis que les bandes sont bien localisées, donc d'autant plus précis qu'on est près de la courbure constante. Alors, c'est pas exactement vrai, c'est ça, à un nombre fini d'exceptions près. Ce qui est sûr, c'est que quand la... Et exactement de la même manière que dans l'énoncé de Selberg, il pouvait y avoir des zéros exceptionnels entre 0 et 1. Ici, il peut y avoir quelques valeurs propres exceptionnelles, mais le reste, c'est contenu précisément dans ces bandes. Si on était en courbure constante, la dilatation ici serait constante, donc que je mette min ou max, ça serait pareil. Et si je prenais G, disons le potentiel nul, en courbure constante, GU serait constant, donc toutes ces quantités-là ne dépendraient pas de x, et ces choses-là, ça serait donc juste des droites verticales. Donc en courbure constante, le dessin, c'est une droite verticale, une deuxième droite verticale, une troisième droite verticale, et les droites verticales de plus en plus à gauche. Ça dit, il se passe à peu près la même chose en courbure variable. On a peut-être un petit prix à payer, on a forcément un prix à payer, mais malgré tout, ça continue à ressembler beaucoup au cas de la courbure constante. Il y a un cas qui est particulièrement intéressant. Si on prend k égale 0, la première bande, celle où il va se passer le plus de choses, ce terme-là, il disparaît. Les normes min et les normes max, elles disparaissent. Malgré tout, la bande risque de ne pas être de largeur nulle, parce que vous voyez, là, il y a un sup et il y a un inf. Ça, c'est des quantités qui varient sur la variété, si on n'est pas en courbure constante. Donc, en général, la bande n'est pas même la première bande n'est pas de largeur nulle. Sauf si on choisit notre potentiel G, qui compense exactement cette quantité-là. Si on prend ce potentiel G qui est égal à moins GU sur 2, ça devient quoi le dessin? Les bandes à gauche, B1, B2, etc., elles restent du même genre, mais la première bande, elle devient une droite. Et cette droite, à ce moment-là, cette quantité-là est nulle, cette quantité-là est nulle aussi. Cette droite, c'est exactement l'axe imaginaire pur. Et donc, ce que l'énoncé... Alors là, j'ai mis une petite borne epsilon quand même. Donc, ce que l'énoncé de Faure-Etsuji dit pour ce potentiel très particulier, c'est que les zéros, les zéros les plus intéressants, ils s'accumulent uniquement vers cette droite verticale, quand la partie imaginaire tend vers l'infini. Après, évidemment, et même il y a des zéros exceptionnels, mais à part ça ressemble vraiment très très fort à la courbure constante. Je ne vous ai pas dit quel était le dessin en courbure constante. En courbure constante, je vous ai dit que dans cet énoncé, il y avait des droites verticales. Le spectre de notre semi-groupe en courbure constante, c'est la chose suivante. Sur la droite partie réelle égale à 1,5, il y a les zéros de la fonction de zeta de Selberg. Et vous prenez ça et vous le translatez de moins 1,5 pour le mettre sur la droite partie réelle égale 0. Et puis vous prenez la même chose et vous le translatez pour la mettre sur la droite partie réelle égale à moins 1, puis moins 2, puis moins 3. En courbure constante, le dessin, c'est exactement celui-là. Il y a tout qui se calcule très bien grâce aux représentations de SL2R qui sont derrière. Donc on s'attend à une perturbation d'un petit truc comme ça en courbure variable. C'est exactement ce que dit ce théorème. Il y a une hypothèse ici, un flot de contact. Effectivement, si on ne fait pas d'hypothèse sur le flot, cet énoncé est faux. C'est facile de produire des contre-exemples. Un flot de contact, c'est un flot qui préserve une forme de contact. C'est-à-dire qu'on va demander qu'il existe une informe alpha, une informe différentielle alpha, qui soit préservée
par le flow, donc tel que phi t étoile de alpha soit égal à alpha. Et une forme de contact, c'est une forme de non-intégrabilité maximale. C'est-à-dire qu'on va demander que c'est forcément en dimension impaire, disons 2n plus 1, et la condition de contact, c'est le fait que alpha extérieur d alpha puissance n, ça soit une forme volume. On ne voit pas bien le rapport entre cette condition symplectique, entre guillemets, et la dynamique, mais c'est directement lié à la dynamique pour la raison suivante. Si vous prenez un point, et puis que vous commencez à suivre la variété instable de ce point pendant un certain temps, puis un bout de variété stable, puis un bout de variété instable, puis un bout de variété stable, de manière à essayer de revenir exactement en votre point x, et bien cette forme de non-intégrabilité vous dit que vous n'allez pas revenir exactement sur le point x, vous allez revenir le long de la ligne de flot de x, mais un petit peu plus loin. C'est-à-dire que si ces distances sont le long de epsilon, et bien le point que vous allez obtenir ici, ça sera phi epsilon 2 de x. Et donc ça dit que la dynamique le long du flot où il ne se passait pas grand-chose, sous cette condition de contact, se contrôle par les variétés instables et stables où la dynamique est très riche. C'est ça qui explique que cette condition de contact puisse nous aider à démontrer des choses. Après, si on veut des résultats aussi précis que ça, il faut être beaucoup moins naïf que ça. Il faut comprendre quelle structure symplectique est cachée derrière et de quelle manière elle joue un rôle. Pour, en particulier, d'où sort ce GU sur 2. Ce GU sur 2, il est symplectique. Donc là, j'ai parlé de localisation du spectre. J'ai dit que les spectres, en courbure constante, ils ressemblaient à ça. Ça, ce n'est pas les zéros de la fonction de zeta de Selberg. Ça ne ressemble pas à des zéros de fonction de zeta. Donc maintenant, je voudrais donner des énoncés qui parlent de fonction de zeta. Donc, le premier théorème, le théorème petit b qui parle de fonction de zeta, ça va être la chose suivante. On prend un flot d'Anosov, c'est infini, un potentiel G, c'est infini, et on regarde la fonction de zeta. La fonction de zeta, ça va être exponentielle de moins la somme pour m supérieur ou égal à 1, la somme pour gamma dans gamma, de exponentielle fois m fois l'intégrale sur gamma de g, exponentielle de moins m z longueur de gamma sur m. J'ai envie de regarder cette fonction-là. Vous me direz pourquoi cette fonction-là. Si vous reprenez la formule là-haut, la formule de Selberg, et qu'on utilise le développement, on peut dire qu'un nombre, c'est l'exponentielle de son logarithme. Très astucieux. Et donc, l'exponentielle, elle est là. Et si on prend le logarithme de 1 moins exponentielle de moins z gamma, le développement en série du logarithme nous donne exactement une somme de ce type-là, avec des x puissance m sur m. Le x puissance m, il est là, et le sur m, il est là. Donc pour g égale 0, cette bête-là, c'est exactement la fonction de Selberg qui est là-haut, sauf qu'il n'y a pas le produit en k. Donc cette fonction-là, elle admet une extension méromorphe à tout le plan complexe. Et ces 0 et pôle sont liés au spectre, au pluriel de LGT, au spectre de mon semi-groupe. Alors, pourquoi au spectre au pluriel? C'est parce que pour construire cette fonction-là,
cette fonction de zeta en partant de mon semi-groupe, il ne faut pas juste regarder l'action sur l'espace des fonctions ou des distributions, mais il faut aussi le faire agir sur des formes différentielles, sur des espaces de courant. Et en recollant ces différents morceaux, on obtient exactement la fonction de zeta qui est là. Et donc le spectre, les zéros ou les pôles de zeta, ça va être inclus dans la réunion des spectres de ces différents opérateurs qui agissent sur différents espaces de courant. J'ai envie de dire que ce théorème est une conséquence du théorème θ. Le défaut de cette chose-là, comme le précédent, une extension méromorphe à C, et c'est pas très localisé, c'est pas très précis, et on aimerait bien, si on court après l'hypothèse de Riemann, on veut dire où sont les zéros. Donc le théorème B, l'extension, là où Faure et Tsuji ont réussi à aller plus loin que ce théorème dû au reste de la communauté, donc le théorème de Faure et Tsuji dans cette direction-là. Donc en 2014, disons, c'est qu'ils ont dit, alors, si on veut avoir des choses précises, on a dit que le potentiel pour lequel les choses se passaient le mieux, c'est quand G c'était moins GU sur 2. Parce que là, les zéros avaient tendance à être alignés sur une droite verticale. Donc on va regarder ce potentiel-là, mais même cette fonction zeta pour ce potentiel-là ne va pas se comporter super bien. Ils ont remarqué que c'était important de regarder une variante de cette fonction de zeta, qui est la fonction de zeta semi-classique, qui est donnée par la formule suivante, exponentielle. C'est le même genre de choses, sauf qu'on ne pondère pas exactement par cette intégrale le long de l'orbite. On pondère par une autre quantité, qui est liée au comportement de la dynamique le long de l'orbite. Déterminant de I de moins D gamma puissance M puissance 1,5. Ça, c'est le déterminant de l'application. Ça, c'est ce que la dynamique fait le long de l'orbite. On regarde le déterminant et on met une puissance 1,5 bizarre qui est liée au fait que, pour que les choses se passent bien ici, il y a ce facteur symplectique qui est GU sur 2 et qui explique pourquoi il faut prendre un 1,5. Et ce qui montre à ce moment-là, c'est que cette fonction de zeta, elle se comporte extrêmement bien. C'est-à-dire que ces premiers zéros proviennent de l'opérateur qu'on avait regardé là, et donc ils sont presque alignés sur la droite verticale, partie réelle égale 0. Donc ce qui démontre précisément, c'est que le spectre, essentiellement, il est inclus dans cette petite bande, et le reste est loin à gauche, et en un sens, c'est une conséquence de ce théorème A. En fait, il suppose que quelque chose de beaucoup plus fort est vrai, il suppose qu'à gauche, il n'y a pas de spectre. Ils ont des heuristiques homologiques pour dire que quand on fait... je vous ai dit que ça s'exprimait comme un produit quand on fait agir sur différents espaces de courant de différentes dimensions. Ils ont une heuristique pour dire que les zéros et les pôles devraient pour la plupart se simplifier, et qu'à la fin, le seul truc qui devrait rester, ça serait ce qui se passe sur la droite verticale là. Et donc ça, c'est vraiment le bon candidat qui se comporte extrêmement bien. D'ailleurs, si on repasse en courbure constante, cette fonction-là donne exactement la fonction de Selberg. Parce que si on développe en courbure constante, ça c'est juste exponentielle 1 moins exponentielle de m fois la longueur de gamma. On développe la série géométrique et on retrouve le produit en K. Donc la conclusion, c'est que si on cherche la bonne fonction de zeta en courbure variable, il ne faut pas juste prendre la fonction de Selberg et se dire, eh ben, on prend le calcul tel quel. Il faut se dire, c'est très important de comprendre pourquoi il y a un produit en K et qu'est-ce qui en joue vraiment le rôle en courbure variable. Et l'affirmation, c'est que ce qui en joue le rôle en courbure variable, c'est ce facteur symplectique avec le 1,5 pour la dynamique le long des orbites. Je vous remercie. S'il y a des questions, je vous demande de les dire dans le micro pour qu'on vous entende. Ça marche ? C'est juste où il est passé le Laplacien là, en courbure non constante. Le Laplacien, c'est vraiment quelque chose de courbure constante. C'est-à-dire que quand on passe en courbure
non constante, le Laplacien, il est encore là, il a encore des valeurs propres, mais ces valeurs propres ne sont pas liées à la dynamique. Elles ne sont pas liées au spectre de la dynamique, et donc elles n'apparaissent plus. Si on veut comprendre les géodésiques fermées en courbure variable, il ne faut pas regarder le Laplacien, ce n'est pas l'objet pertinent. Il se trouve qu'en courbure constante, il y a tout qui coïncide. En courbure variable, il y a différentes mesures, il y a différents objets qui se singularisent les uns par rapport aux autres. C'est quoi cette heuristique cohomologique? Alors, cette heuristique cohomologique, c'est que... c'est pas très précis, mais quand on exprime cette fonction de zeta comme un produit de choses qui agissent sur des courants, il ne faut pas regarder des courants de toutes dimensions, mais essentiellement des courants jusqu'en dimension moitié. Et ça peut se lire comme des choses qui vivent le long de la direction stable. Moralement, on est en train de regarder des courants le long de la direction stable, et un courant le long de la direction stable, on peut prendre sa différentielle extérieure et retrouver un courant le long de la direction stable. Et donc si on combine ces différentielles extérieures, on peut écrire une sorte de complexe, et voir qu'il y a des suites exactes, et donc il y a plein de choses qui devraient se simplifier. Après, c'est juste une heuristique, parce qu'en pratique, pour démontrer ce genre de théorème, comme je vous l'ai vaguement dit, il y a des espaces de distribution un petit peu compliqués, et qui ne sont pas du tout respectés par ce processus de différentiel extérieur. Ce qui fait qu'on est incapable de transformer cette heuristique en quelque chose de plus précis.